Bienvenue. Aujourd'hui, on s'immerge dans l'esprit d'un géant, un penseur qui a vraiment érigé une sorte de cathédrale intellectuelle en pleine lumière. Emmanuel Kant. C'est un nom, c'est vrai, qui peut faire un peu peur. On pense tout de suite aux cours de philo, à des textes très denses, une rigueur presque intimidante. Et pourtant, derrière cette image, il y a un projet d'une ambition folle. Ah oui, redéfinir les bases de la morale, les frontières de notre savoir et même notre rapport à la beauté. C'est exactement ça notre mission. Les sources qu'on a explorées ne font pas qu'exposer ces théories. Elles nous montrent aussi l'homme, ses habitudes, ses espoirs. On va essayer de voir comment tout ça s'assemble. Comment la morale, la connaissance et l'art forment un tout, un système cohérent. On va tenter de reconstruire sa vision du monde, de l'intérieur. Et c'est une vision qui, une fois qu'on en saisit la logique, elle change vraiment notre regard sur le devoir, la raison et finalement sur nous-mêmes. Alors, commençons par l'homme, si vous êtes d'accord. L'image classique de Kant, c'est cette vie d'horloger. Ah oui, réglé à la minute près. Toujours dans sa ville de Königsberg, qu'il n'a pour ainsi dire jamais quittée. Une vie qui semble sans drame, issue d'un milieu modeste, avec une éducation familiale très pieuse, très stricte. Et ce point est absolument capital pour comprendre tout le reste. Kant, il n'est pas resté croyant au sens classique du terme. D'accord. Mais cette éducation lui a laissé une conviction très forte. La religion, même si on peut discuter ses dogmes, elle a un rôle social et psychologique immense. Il a vu de très près comment la foi a aidé ses parents, des gens simples, à supporter les épreuves de la vie avec une certaine dignité. Et c'est cette observation qui met le feu aux poudres de son projet philosophique. C'est le cœur du réacteur. Il se pose une question fondamentale. Maintenant que la science, la raison sont en train de bousculer l'autorité des textes sacrés, par quoi on va remplacer ce pilier ? C'est une question énorme. Énorme. Et sa réponse, ça a été le projet de toute sa vie. Tenter de reconstruire tout l'édifice sur de nouvelles fondations. Non plus la foi en Dieu, mais la confiance en quelque chose qu'on a tous en partage, la raison humaine. Ce qui est étonnant, c'est que l'homme derrière ce système si rigoureux n'était pas du tout l'ermite qu'on imagine. Ah non, pas du tout. Les sources le décrivent comme un homme très sociable, un causeur brillant. On l'invitait partout. On lui reprochait même d'aimer un peu trop les mondanités. Oui, et le détail de ses dîners est savoureux. Il avait une véritable théorie de la conversation. C'était presque une chorégraphie pour l'esprit. C'est incroyable. Les sources racontent qu'il y avait 3 phases. C'est ça. D'abord, on échange les nouvelles du jour, les anecdotes, des choses légères. Ensuite, on passe au plat principal, une discussion de fond sur un sujet important. Et la fin de la soirée, Devait se terminer sur une phase d'hilarité, de la bonne humeur, pour que tout le monde reparte l'esprit apaisé. ça contraste tellement avec l'image de ses écrits. Totalement. Mais ça nous dit quelque chose d'important. Pour lui, la philosophie, même la plus exigeante, ne doit jamais être coupée de la vie, de la chaleur humaine. Alors suivons sa méthode. On a parlé de l'homme, passons au plat de résistance. Son idée la plus célèbre, je crois, l'impératif catégorique. L'impératif catégorique. Une loi morale qui ne vient ni de Dieu, ni de la société. Mais de notre propre raison. Exactement. Pour bien saisir à quel point c'est révolutionnaire, il faut se rappeler qu'à l'époque, il y avait en gros 2 camps en éthique. D'un côté, les conséquentialistes, Qui juge une action à ses résultats. Si ça produit plus de bien que de mal, c'est une bonne action. voilà, Qui paraît logique. C'est le bon sens, non? Si je mens pour sauver une vie, le résultat est bon, donc l'acte est bon. c'est là que Kant prend tout le monde à contre-pied. Pour lui, ça c'est une morale de calculette. C'est trop fragile. Qui peut vraiment prévoir toutes les conséquences d'un acte ? Personne. D'accord, alors il propose quoi? Une approche radicalement différente, une éthique du devoir, ce qu'on appelle déontologique. La moralité d'un acte, elle n'est pas dans ses conséquences, mais dans l'intention, dans l'acte lui-même. Le mensonge est mal, point final. C'est ça, pas juste parce qu'il peut faire du mal, mais parce qu'il est, en soi, une violation de la raison. C'est une idée très forte, mais un peu abstraite, non? Comment on sait si un acte est bon en soi? Alors là, il nous donne un outil, un test. C'est la première formulation de l'impératif. Agis uniquement d'après la maxime qui fait que tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. En clair, avant de faire quelque chose, il faut se demander « et si tout le monde faisait comme moi, tout le temps ?» Exactement. Le fameux test de l'universalisation. Les sens prennent l'exemple de l'étudiant qui trichait un examen. Il se dit « c'est pas grave, c'est juste moi ».
Mais s'il applique le test, Il se rend compte que si tout le monde trichait, les diplômes ne vaudraient plus rien. Son acte n'est possible que parce que les autres sont honnêtes. Il se place en exception, et ça, pour Kant, c'est le signe de l'irrationalité. c'est très clair, comme l'employé qui prend quelques ramettes de papier. Si tout le monde le faisait, la confiance au bureau s'effondrerait. L'action s'autodétruit quand on l'universalise. Mais attention, ça, ce n'est que la première étape. C'est maintenant que ça devient vraiment exigeant, presque surhumain. Ah, parce qu'il ne s'intéresse pas seulement à ce qu'on fait, mais à pourquoi on le fait. Précisément. Pour Kant, pour qu'un acte soit vraiment moral, il doit être fait par pur respect pour le devoir. Et pour aucune autre raison. Attendez, ça me semble incroyablement froid, presque inhumain. Si j'aide quelqu'un par compassion, par un élan d'empathie, Kant dirait que ce n'est pas moral. Ça paraît absurde. C'est une critique très juste et très fréquente. Et si on suit sa philosophie à la lettre, vous avez raison. Si votre motivation, c'est l'émotion, même la plus belle comme la compassion, votre acte est conforme au devoir, mais il n'est pas fait par devoir. Et donc il n'a pas de valeur morale pure. Voilà. Les sources donnent des exemples très clairs. Rendre un portefeuille parce qu'on a peur d'une caméra de surveillance, ce n'est pas de la morale, c'est du calcul. Aider une personne âgée pour avoir une bonne réputation dans le quartier? C'est de l'égoïsme déguisé. Il va même plus loin. Il disqualifie même l'espoir du paradis ou la peur de l'enfer. Absolument. Pour lui, c'est encore un calcul d'intérêt, une sorte de plan épargne pour l'au-delà. La seule motivation pure, c'est de faire le bien parce que c'est le bien. Parce que notre raison nous dit que c'est notre devoir. C'est un peu fait ce que doit, advienne que pourra. C'est d'une rigueur qui peut paraître glaciale. Heureusement, il y a une deuxième formulation de l'impératif qui, personnellement, me parle beaucoup plus. L'idée de traiter l'humanité, aussi bien dans ta personne que dans celle de tout autre, toujours en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen. Et cette phrase, c'est sans doute son héritage le plus important. C'est la base de notre conception moderne des droits de l'homme, de la dignité. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que chaque être humain n'est pas un objet. Ce n'est pas un outil qu'on peut utiliser pour arriver à nos fins. Chaque personne est un monde en soi, avec ses propres buts, sa propre valeur. Les sources prennent l'exemple de l'architecte. Pour ma maison, il est un moyen. Mais la relation reste morale. Oui, parce que vous ne le réduisez pas à ça. Vous respectez son expertise, vous le payez, vous reconnaissez qu'il a ses propres objectifs, il est aussi une fin. Et l'exemple inverse, c'est la manipulation. C'est l'exemple parfait. Faire une fausse promesse, séduire quelqu'un pour obtenir de l'argent ou du plaisir, c'est le traiter uniquement comme un moyen. C'est nier son humanité, c'est l'instrumentaliser. On voit la puissance du système, mais on voit aussi ses limites face à des cas de conscience terribles. Le système coince face au réel. Ah oui, Le cas d'école. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on cache une famille juive. Un officier nazi frappe à la porte et demande « Cachez-vous quelqu'un ?» et là, le système kantien implose. D'un côté, le devoir universel de ne jamais mentir. De l'autre, le devoir de protéger une vie. Et Kant, dans sa rigueur absolue, dirait qu'il ne faut pas mentir. Mais notre intuition morale, notre cœur, nous crie de le faire. C'est la critique majeure qu'on lui fait. Sa philosophie gère mal les zones crises, les conflits de devoir. Les sources citent l'euthanasie, la peine de mort. On sent que ce cadre, même s'il est puissant, ne suffit pas toujours face à la complexité tragique de nos vies. Il nous donne une boussole, oui, mais peut-être pas une carte détaillée pour tous les chemins difficiles. Bon, après cette discussion morale intense, changeons de sujet. Un peu comme Kant l'aurait fait à sa table. Il n'a pas seulement réformé la morale, il a aussi provoqué ce qu'il a appelé lui-même une révolution copernicienne dans notre vision de la connaissance. Oui, il arrive après des siècles de débats, en gros. Les rationalistes, pour qui la connaissance vient de la raison pure, de la logique, Et les empiristes? qui pensaient que tout vient de l'expérience de nos 5 sens. Et Kant, fidèle à lui-même, a refusé de choisir. Bien plus que ça. Il a dit qu'ils étaient inséparables. Il utilise une analogie, celle de la fonderie. Pour faire un objet, il faut du métal en fusion, la matière brute. Et il faut un moule pour lui donner une forme. Exactement. L'un sans l'autre ne produit rien. Pour Kant, nos sens nous donnent la matière brute, un chaos de sensations. Et notre raison, elle, fournit les moules, les structures, comme la causalité, qui organisent ce chaos et le transforment en connaissance. C'est ça, la synthèse kantienne. Et c'est cette capacité à jeter des ponts entre des idées qui semblent opposées qui rend la philosophie si vivante. C'est un peu la mission qu'on se donne ici d'ailleurs, montrer que ces dialogues ne sont pas stériles.
Si cette approche résonne, un simple j'aime ou un partage nous aide vraiment à continuer cette conversation. Et cette synthèse débouche sur son idée la plus vertigineuse, la révolution copernicienne. Avant lui, on pensait que notre esprit était un miroir passif, qui reflète le monde. Et Kant inverse tout. Il dit non, c'est le monde tel qu'on le perçoit qui se conforme aux structures de notre esprit. Notre esprit n'est pas un miroir, c'est un projecteur. Attendez, si je comprends bien, ça veut dire qu'on n'a jamais accès à la vraie réalité, à ce que Kant appelle le noumen, la chose en soi. C'est exactement ça, vous avez parfaitement saisi. On n'en connaîtrait qu'une version filtrée par notre cerveau, le phénomène. C'est ça. Les sources utilisent des images très fortes pour l'expliquer. C'est comme si on essaie tous avec des lunettes rouges collées sur le nez. Pour nous, le monde serait rouge. On ne mentirait pas en le disant. Ce serait notre seule réalité. Mais on n'aurait jamais accès au monde sans les lunettes. Et l'espace et le temps, ce seraient ces lunettes? Précisément. Pour Kant, l'espace et le temps ne sont pas des propriétés du monde extérieur. Ce sont les deux grands cadres, le système d'exploitation de notre esprit, si on veut. Sans eux, aucune expérience ne serait possible pour nous. Et la causalité aussi? L'idée que tout a une cause? Pareil, ce n'est pas une loi du monde en soi, mais une règle de notre logiciel mental pour organiser les événements. C'est une bombe conceptuelle. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire pour les grandes questions métaphysiques? Dieu, l'âme, l'origine de l'univers? Eh bien, la conclusion de Kant est d'une humilité radicale. Nous ne pouvons pas les connaître scientifiquement. Pourquoi? Parce que ces idées, par définition, sont au-delà de toute expérience sensible possible. Et sans la matière première des sens, notre raison tourne à vide. Elle produit ce qu'il appelle des antinomies, des contradictions sans solution. Par exemple, la raison peut prouver que l'univers a un début et elle peut aussi prouver qu'il n'en a pas. Donc elle atteint ses limites. Voilà. Et la sagesse, pour Kant, c'est de reconnaître ses limites. On peut y croire, mais on ne peut pas le savoir. D'accord. On a donc d'un côté une morale du devoir incroyablement stricte, de l'autre une raison qui connaît ses propres frontières. Le tableau est un peu austère. Je crois qu'on a bien mérité la troisième phase du dîner de Kant. Un peu de légèreté. Parlons de la beauté et de l'art. Quelle place ça a dans cette grande mécanique? C'est la clé de voûte. C'est la pièce qui vient tout réconcilier. Kant sait très bien que l'être humain est tiraillé. Il y a en nous le monde du devoir, de la raison, qui nous dit ce qu'on doit faire. Et le monde de nos sens, de nos désirs, qui nous dit ce qu'on veut faire. Et la vie est une tension constante entre les deux. Et le sentiment du beau viendrait calmer ce conflit. Exactement. C'est un moment de grâce, une trêve. Quand on trouve quelque chose de beau, les sources disent qu'il émet des choses simples, une rose, le vol d'un oiseau. On éprouve un plaisir très spécial, un plaisir désintéressé. Désintéressé. C'est-à-dire? Ça veut dire que ce plaisir n'est lié à aucune possession, à aucune utilité. Je ne veux pas manger la rose ni la vendre. Je ne me demande pas à quoi sert le chant de l'oiseau. Sa beauté me suffit. Elle nous arrache à nos soucis égoïstes. Pour un instant, oui, c'est une expérience qui nous élève, mais sans la contrainte, sans l'effort de la loi morale. C'est comme un avant-goût du bien, une promesse d'harmonie. Et c'est une expérience qui nous unifie. La beauté d'un paysage, elle parle à tout le monde. Et l'art, là-dedans, c'est juste un moyen de créer plus de beauté? C'est plus que ça. Pour Kant, l'art, c'est le prolongement de la philosophie par d'autres moyens. Sa fonction la plus haute, c'est de donner une forme sensible, une incarnation aux grandes idées morales. Une statue du courage, une pièce sur le sacrifice. C'est ça. L'art ne nous donne pas un cours de morale. Il nous la fait ressentir. Il la rend concrète, touchante et au final, désirable. Il nous aide, comme le disent joliment les sources, à apprivoiser les parts capricieuses de nous-mêmes. Le parcours est fascinant. On part d'un homme à la vie réglée, à Königsberg, et on arrive à un système global. D'abord, il fonde la morale sur la raison, avec son impératif catégorique. Ensuite, il trace la carte des pouvoirs et des limites de cette même raison. Et pour finir, il trouve dans la beauté un pont entre notre nature d'être de devoir et notre nature d'être de désir. En somme, le projet de Kant, c'est de construire une version laïque et rationnelle de ce que les religions ont toujours essayé de faire avec leurs mythes, leurs rituels. C'est-à-dire? Nous donner des outils pour être meilleurs, pour faire triompher la part la plus raisonnable de nous-mêmes sur nos pulsions égoïstes. C'est une tentative de nous rendre adultes, autonomes. Ce mot « autonomie » est la clé. Pour Kant, la vraie liberté, ce n'est pas de faire tout ce qu'on veut, de suivre le moindre de nos caprices. C'est l'inverse.
c'est d'obéir à la loi que notre propre raison a formulée, se donner sa propre loi. Ce qui nous laisse avec une question vertigineuse pour notre époque. Dans un monde qui assimile de plus en plus la liberté à la satisfaction immédiate de tous nos désirs, que signifierait de prendre Kant au sérieux? À quoi ressemblerait une société qui ne viserait pas seulement à laisser les gens faire ce qu'ils veulent, mais qui chercherait activement à aider chacun de ses membres à devenir plus libre au sens kantien du terme, c'est-à-dire plus raisonnable?